entier, comment, à votre avis, on prépare un cours de danse? C'est vrai qu'il y a des idées. Comment ils imaginent qu'on préparait un cours de danse? Devant un miroir. Devant un miroir, ouais. Pourquoi pas? On ferait quoi devant un miroir? Des gestes. Ouais, ok. C'est bon. C'est vrai qu'on peut. On essaye de détendre son corps. Hein? On essaye de détendre son corps. Ouais, ok. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment. Chorégraphique et détailler Je sais qu'il y a des élèves dans la salle, si elles veulent. Je sais qu'il y en a que ça titille de savoir. J'ai à peu près la même question dans un autre angle, c'est à votre avis comment on prépare une conférence comme celle-ci? On prend des notes. On prend des notes, ouais. On répète, on tâtonne. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut faire. C'est pas ce que j'ai fait. Et justement, c'est un peu pour ça que je voulais vous raconter ça, c'est que je fais partie du cordonnier au plus mal chaussé. Tu peux passer la slide d'après. Bien sûr. Je vais vous parler beaucoup d'apprendre par le corps, et en fait, moi je suis quelqu'un qui vient d'un monde très scolaire, qui était très bonne note et qui adore me réfugier derrière mes notes et qui déteste me confronter à la réalité. Donc, par exemple, cette conférence, pour tout vous dire, elle était datée, elle était prévue en août, je pense. J'ai commencé à la verbaliser à haute voix vendredi, je crois. Voilà, donc, pour vous expliquer qu'il ne fallait pas trop travailler dans le cerveau et dans le cérébral, j'ai commencé par tout noter, par réfléchir et par ne pas tester. Puis quand j'ai testé, je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Donc voilà, donc en fait c'est pour ça que je trouvais ça assez rigolo de vous raconter ça. Tu peux passer. Donc moi voilà, c'est Marjorie, il y a un petit bout de temps maintenant quand même. J'avais mon diplôme d'école de commerce, donc j'ai un parcours très bon élève. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu as lancé l'enregistrement? Oui. Classe prépa, très forte en maths. Voilà, j'aimerais bien apprendre plein de trucs. Et en fait, un jour, enfin j'ai toujours beaucoup dansé, et un jour j'ai voulu passer mon diplôme d'état de prof de danse. Pour en arriver là. En ce moment, je suis là, je suis à Marjorie Lampardance, et l'idée c'est d'arriver à Calendly. Et donc la petite histoire, c'est que le tout premier cours qu'on a eu au diplôme d'état de prof de danse, on était tous debout et on nous dit il va falloir faire un cours de danse. Là, moi je me suis vraiment dit que c'était vraiment très pas juste. Je me suis dit que c'était injuste parce qu'on nous avait pas appris comment faire, qu'on nous avait pas donné la recette, qu'on allait être jugé. En plus, parmi les personnes qui allaient nous dire si ce qu'on faisait c'était bien ou pas bien, il y avait la directrice qui était la personne qui nous décernait le diplôme à la fin de l'année. Donc vraiment, moi je me suis dit, super, en fait, au lieu d'être une formation, c'est un truc qu'on est jugé d'être premier emploi. Donc c'est foutu, c'est super, c'est génial. Et en fait, ça a été comme ça toute l'année, et c'est vraiment là que j'ai commencé à apprendre cette autre manière d'apprendre, qui est donc par le corps, mais aussi par extension par le fait de faire, par l'expérimentation, par le test. On peut l'apprendre en tant que lead startup, s'il y en a qui sont dans la startup nation un peu plus. C'est tout un peu des manières de faire qui sont assez proches. Et donc en fait j'ai passé un an comme ça à me confronter à cette différence-là entre la manière que j'avais eu d'apprendre bien planquée à l'école, très bonne élève avec des très bonnes notes, et puis cette espèce d'endroit où d'un coup il fallait faire et refaire et se prendre plein de feedback dans la tête. Du coup on va parler de ça, donc apprendre par cœur et par corps, quelle différence? Non, tu peux relire, c'était bien. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on peut avoir beaucoup de mal à y aller et qu'est-ce qui nous freine en fait sur le fait de se mettre dans ce mode d'apprentissage-là par le corps. Et du coup, comment on se lance et comment on y va. Alors, petit spoiler, alerte, il n'y a pas grand-chose de très nouveau dans cette conférence. C'est que des choses dont on parle depuis très longtemps, mais on a un petit peu du mal à les mettre en œuvre. Donc, c'est pas des pédagogies que moi j'ai inventées, c'est juste en fait des choses qui existent et dont on parle, et puis il faut juste qu'on arrive à y aller. Du coup, la différence entre apprendre par cœur et apprendre par le corps. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi on dit apprendre par cœur? Parce que moi, quand je me suis renseignée, j'ai trouvé ça pas du tout logique. Pour moi, apprendre par le corps, c'était justement apprendre plutôt avec le cœur. Parce qu'il y en a qui savent d'où ça vient. Je vais dire une bêtise. Vas-y, on est là. Je me dis que à partir du moment où c'est bien accepté dans le cœur, ça veut dire qu'on mémorise.
Et bien pas vraiment, justement, parce qu'en fait on est capable d'apprendre des choses avec lesquelles on n'est pas hyper d'accord quand on apprend par cœur. On bourrine et puis on apprend par cœur. Non, en fait l'apprentissage par cœur ça vient d'une erreur anatomique, tout simplement. C'est qu'au Moyen-Âge ils croyaient qu'il y avait un câble direct entre le cœur et le cerveau. Et que du coup ça passait par le cœur pour aller au cerveau. C'est une manière de dire apprendre par cerveau. Voilà, donc c'est pas du tout ce que nous on entend par apprendre par cœur, finalement. Donc, apprendre par cœur, apprendre par la raison et par le cérébral, tu peux le passer. C'est cette version-là, et puis apprendre par le corps, c'est par là. Donc, apprendre par la manière classique. Vous connaissez sûrement les schémas. On est à l'école, on nous apprend une théorie, donc déjà on est assis quand on apprend. On est souvent passif, on reçoit l'information. On a quand même une partie exercice. Alors après, on a chacun une manière de l'appréhender. Il y en a pour qui c'est déjà un auto-jugement, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à l'exercice, c'est déjà qu'on est situé et qu'on n'a pas compris. Et puis il y a l'évaluation, donc là c'est la sentence, quoi. C'est la note. Donc c'est qu'à partir du moment où c'est bien entraîné qu'on a le droit de faire l'évaluation, et c'est ça qui va déterminer si on est bon ou mauvais en français, bon ou mauvais en maths, bon ou mauvais dans n'importe quoi. Et c'est un peu là qu'on va commencer à se déterminer un profil. Et où toute notre vie, en fait, à partir d'années qu'on a fait quelques années à l'école, on est devenu le bon en français ou le mauvais en maths, et inversement. Je ne sais pas si ça vous parle, ce schéma. Et en plus, c'est souvent corrélé à une période de vie. C'est-à-dire que quand on est jeune et enfant, on est à l'école, on a le droit d'apprendre. Une fois qu'on est adulte, c'est bon, on est celui qui est bon en maths et mauvais en français, celui qui est bon en langue, machin, et puis après, il faut être dans la vie active, et puis on est censé être ceux qui savent. Donc petit à petit, on commence à réintégrer un peu quand même la formation dans le monde adulte, de plus en plus, mais c'est vrai que ça reste comme des petits ajouts, des petits bonus. Ça ne fait pas vraiment partie, en fait, c'est comme si on avait besoin de petits rappels, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on considère comme juste notre évolution. L'apprentissage par le corps, du coup, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'apprentissage par le faire. Mais je vois qu'il y a des gens de cette photo présents dans cette salle. C'est magnifique. Par l'expérimentation. Donc l'apprentissage par le faire, c'est par exemple répéter sa conférence quand on n'a pas... Enfin, c'est juste le faire, quoi. Le faire plutôt que se répéter les points et puis juste passer quand c'est tout prêt. C'est mieux vaut faire que parfait. C'est se lancer même si on n'a pas tout. Donc moi, c'est une pédagogie que j'applique tous les jours dans les cours de danse. C'est-à-dire que je montre l'exercice et puis en fait, on ne va pas commencer à le décortiquer, à savoir si le bras il doit être là ou là ou là, mes élèves me diront si c'est vrai ou pas. Mais au contraire, on est là, on y va, on fait. Ah bah c'était pas comme ça, et bah c'est pas grave, on refait. Et puis si c'est en fait, on se comprend qu'à la fin, en fait, on était complètement à l'envers, et bah c'est pas grave, on va comprendre aussi pourquoi comme ça, le corps, il a réagi comme ça, pourquoi nous, on a eu tendance à vouloir choper cet élan et pas l'autre. Et en fait, on est surtout dans un apprentissage qui est beaucoup plus fun, parce que du coup, on est en train de tester, on s'amuse, on échange, on peaufine tout le temps, et du coup, c'est quand même beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? C'est donc pour ça, on va tester des images qui vont être aussi ludiques, parce qu'en fait, du coup, c'est un peu quand même un saut dans le vide. Hein. Quand on m'a dit va faire ton premier cours de danse, c'était quand même vraiment le saut dans le vide. Donc pour ça, on se raccroche en fait à l'imaginaire, à des choses qu'on a autour de nous. Donc pareil, dans les cours de danse, on utilise beaucoup des images, parce c'est pas juste faire n'importe quoi, c'est lancer un bras, c'est dessiner un rond. Donc on est dans des images d'action qui vont être des ancrages dans lesquels on va pouvoir s'appuyer pour tâtonner, expérimenter, avancer. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter à plein de niveaux. Donc par exemple, je suis sûre que quand les enfants, vous leur dites ne touche pas le feu, c'est chaud, ils ne comprennent pas vraiment, ils ont plutôt envie d'y aller. Par contre, si vous leur amenez la main et qu'ils expérimentent, en général, ils comprennent assez vite et ils ne apprennent pas eux-mêmes. En fait, l'apprentissage par le faire, c'est notamment ça part du principe aussi que ce qui est vécu n'est plus à apprendre. En fait, une fois qu'on sait, une fois qu'on a capté, qu'on a vu nos 5 doigts de la main, on n'a pas besoin de nous apprendre qu'on a 5 doigts de la main. Quand on a senti que c'était chaud, on n'a pas très envie d'y retourner. On sait pourquoi. Donc c'est redonner aussi une couche de sens. Ces exemples. Ça, c'était pour vous parler de la gravité. La gravité, c'est pareil. Une fois qu'on l'a vécu, on n'a pas besoin de comprendre que la gravité va vers le sol. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plutôt une évidence. Alors la théorie, elle va nous donner des concepts dessus. Et après, on l'expérimente tous les jours, du coup, on n'a pas besoin de l'apprendre. Et après, ça, je voulais vous parler des maths, du coup, un autre exemple. C'est que, par exemple, les maths, c'est une discipline qu'on pense être très théorique. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré les maths. Mais en fait, je me suis rendu compte, en faisant cette conférence, que je les attrapais d'un angle assez pratico-pratique. C'est-à-dire que j'ai jamais appris les théorèmes, en fait.
Par contre, ce que j'adorais, c'était comprendre et démontrer. C'est-à-dire que du coup, j'avais pas besoin de l'apprendre parce que j'avais compris d'où il venait, comment ça s'articulait, pourquoi ces deux lignes parallèles, elles restaient parallèles, même si on avait une troisième qui était perpendiculaire là. Et bon, aujourd'hui, c'est un peu vieux, je n'ai pas réactivé. Mais en tout cas, je savais trouver le mécanisme, ce qui fait que j'étais confiante devant mon exercice pour me dire j'ai pas besoin d'avoir cette mémoire, je sais par où ça passe, quels sont les chemins, quelles sont les logiques. Et du coup, je vais retrouver. Et du coup, c'est quelque chose qui est ancré. C'est pas une espèce de truc d'état que je vais recracher. Et alors, du coup, je voulais vous faire un petit exercice. Ouais. Donc, par exemple, si on travaille sur l'équilibre, je peux vous expliquer en théorie que l'équilibre, pour être en équilibre sur ses deux pattes, il faut se détendre, il faut accepter la gravité, aller vers le bas, il faut trouver son axe vertical, sentir son alignement tête, bassin, pied. Si je vous dis ça, je pense que quand vous rentrez à la maison, vous avez oublié la moitié des paramètres. Est-ce que vous avez déjà retenu ce que j'ai dit sur le pied en équilibre? Pied. Alors, je vais vous proposer de vous mettre debout. C'est cadeau. Je vais verrouiller les genoux bien vers l'arrière. On pousse les genoux derrière. On sort le bassin devant. On inspire. On monte et on essaie de tenir en équilibre. Et sur une jambe. Voilà. Ok. Maintenant, on expire. On laisse les bras le long du corps. On détend ses pieds. On essaye de remplir son dos, là, de sentir bien toute la longueur du dos. Et en allant le plus possible vers le bas, on monte tranquillement. On descend et on expire. Hein. On laisse tomber les épaules. Et on ne fait pas tomber la tête vers le bas. On sent que ça monte et que ça descend en même temps. Et là, tranquillement, on peut basculer sur un pied, mais toujours en étant tranquille, en expirant. En termes, c'est un peu difficile en fait. Et on relâche. Est-ce que déjà c'est plus concret pour vous? Est-ce que vous sentez un peu la différence? Ouais? Bon là c'est sur un non? Je prends les noms, hein, on a le droit. Hein. Oui, non? Pas trop la différence entre les deux? On peut le refaire s'il y en a qui ont besoin. C'est juste pour vous faire comprendre qu'effectivement quand on trouve cet état-là de calme, on arrive à trouver son équilibre de manière plus tranquille. Quand on arrive à y accéder une fois, on comprend la notion de on la vit en fait, et du coup quand on y retrouve, quand on y revient, on n'a plus qu'à réactiver cette sensation-là de calme et d'aller vers le bas. Alors que sinon ça va être très abstrait de se dire je suis là et on me dit vers le bas, vers le bas, vers le bas, mais c'est hyper théorique et en fait on comprend pas du tout de quoi on parle. Oui? Ça c'est la grande phase, c'est tout ça. Donc la théorie c'est quand on sait pourquoi ça marche pas et la pratique c'est quand ça marche mais qu'on sait pas pourquoi. Donc, ça c'est une grande phrase bien connue. Mais c'est un peu ça qu'on apprend en fait. Tu peux passer à la suite. Et c'est Sylvia Faure qui a vachement parlé de ça, qui est socio-anthropologue des techniques de danse. Je sais pas si tu la connais. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les danseurs et qui a étudié justement comment ça se passe, l'accumulation des connaissances et comment les corps en fait emmagasinent ces informations-là et les appréhendent. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a une vraie différence entre l'information qu'on apprend par cœur, par la tête, et l'information qu'on apprend par le corps. L'information qu'on apprend par la tête, en fait, c'est une information qui va être ancrée. Si je dis 2 x 2, 4. Elle est stable, elle est sûre, tout le monde la sort, c'est direct, il n'y a pas de doute. L'information par le corps, c'est une information qui à chaque fois va devoir remobiliser le contexte qu'il y a autour. Remobiliser, alors moi mon équilibre là par exemple, il est beaucoup moins stable que d'habitude. Je suis un peu plus comme ça, et je suis sur les talons, je suis en jean, je suis sur une scène, donc il doit à chaque fois remobiliser ce qu'il sait, avec le contexte qu'il y a autour, avec l'énergie du moment, avec tout ce qui est en fait mobile, malléable autour. Et en fait en danse on l'utilise énormément parce que l'objectif quand même défini en danse, déjà on est avec le corps, donc tous les jours le corps ça change. Et en plus in fine on va danser sur scène, ce qui est vraiment un endroit où en fait tout est comment dire, imprévisible. La lumière, l'ambiance, la musique, les spectateurs, c'est un endroit où il peut se passer plein de choses, c'est pour ça qu'on est dans le spectacle vivant. Donc en fait on travaille vraiment ça, on travaille le fait que le corps c'est ça, c'est apprendre plein de choses avec tous ces petits paramètres du réel qui vont être mouvants. Et du coup c'est pour ça que c'est une connaissance qui est beaucoup plus malléable, parce qu'elle est prête à s'adapter à plein de choses, et qu'elle est plus riche, plus fine, plus nuancée.
Sylvia Faure, elle disait que ça permettait vraiment un meilleur niveau de compréhension. Et par rapport à la phrase qu'on disait avant, c'est qu'on ne sait pas trop, on a du mal à conceptualiser ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est tout plein de choses, c'est les énergies, c'est les sensations, c'est plein de choses qui nous échappent un peu au cerveau, qui essaye de tout matérialiser. C'est aussi une meilleure mémorisation et une bien meilleure attention. Parce que quand on est comme ça ici, au bout d'un certain temps, c'est quand même difficile. Alors que quand on est actif, on est dans une attention qui est beaucoup plus active et donc beaucoup plus facile pour réaliser. Bon, donc la scène, j'ai expliqué en même temps. Petit souvenir du spectacle de danse de l'année dernière. Et du coup, je voulais vous raconter aussi un petit parallèle de ça avec les technologies. Parce qu'en fait, ça m'a fait penser, c'est comme à l'école, moi j'avais les premiers cours d'informatique que j'ai eus. À l'époque, on avait des gros ordinateurs, et pour apprendre les traitements de texte, justement, on nous apprenait à Word, double-clic, taper, fichier, enregistrer sous. En fait, on apprenait la recette, quoi. Le truc, c'est que Word, ça n'existe presque plus. En tout cas, moi, je m'en sers plus. On est sur Drive, etc. Et en fait, les outils font que changer. Et si, au lieu de nous apprendre le chemin, on nous apprenait à nous dépatouiller, ce qu'ils font de plus en plus quand même, hein. C'est pas pour jeter la pierre à tous les enseignants, mais si on apprend plus à se dépatouiller, en fait, à savoir que sur un outil informatique, ce qui est important, c'est de savoir aller cliquer partout, que c'est de tester, que c'est d'effacer, et que en fait, on peut toujours annuler pratiquement ce qu'on fait, que ce qui est important, c'est d'enregistrer souvent, que finalement, si je ne sais pas trop, vous voulez enregistrer sous, il y aura sûrement un autre mot qui veut dire à peu près la même chose quelque part. Et bien en fait, on devient beaucoup plus autonome et beaucoup plus capable de prendre en main dans le cas où les outils changent. Dans un monde où ça change tout le temps, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la pédagogie par le fait de faire. C'est, pour ceux qui ont des enfants, c'est quand même assez proche de pédagogie Montessori et Freinet. C'est des choses en fait qu'on utilise, mais qui sont souvent utilisées à une certaine tranche d'âge, qu'on développe de plus en plus, mais c'est vrai qu'en fait on peut utiliser à tous les âges de la vie. Et en fait, moi ce qui est rigolo, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai créé des cours de danse adaptés aux adultes, en utilisant toute la pédagogie réservée aux enfants. Et en fait c'est vraiment ça, c'est que du coup je me suis aidée de toutes ces notions qu'on a développées pour les enfants, de les amener à expérimenter, à chercher, de trouver des images, de trouver des espaces, des choses ludiques. En fait, ça marche encore mieux pour les adultes parce que pour apprendre, on a besoin aussi d'avoir un apprentissage facile, ludique, par des choses sur lesquelles on se raccroche sur l'imaginaire, ça nous fait beaucoup plus de sens. Donc en fait, c'est aussi juste élargir en fait l'application des pédagogies qui marchent bien chez nous à plein d'autres univers. Je sais pas si tu peux passer. Oui. Du coup, l'apprentissage par le corps, on est tous différents. Et en danse, c'est aussi ça qui fait que, en fait, on ne peut pas apprendre juste un mouvement de posture, c'est que tous les corps sont différents, toutes les anatomies sont différentes, on a tous une structure qui est à peu près pareille, mais on a tous quand même plein de différences. Du coup, forcément, en apprenant par le corps, on apprend en fait un ensemble de réalités. On apprend un ensemble de perceptions, alors que l'apprentissage par la tête, par le cérébral, il faut au contraire apprendre la vérité, seule, la vraie, l'unique, ce qui est quand même rarement vrai. Et surtout, on commence à se rendre compte que même ce qu'on pense vrai dans nos sociétés occidentales, dans la science, etc., ça a ses limites selon la manière dont on le voit, et qu'en fait, c'est peut-être juste des manières d'appréhender les choses, des manières de voir, des perceptions, que vraiment la vérité absolue. Donc pour moi, apprendre par le corps et par le faire, c'est ça aussi, c'est vraiment réouvrir le fait qu'il n'y a pas la connaissance, mais il y a en fait peut-être plein de petites perceptions des choses et qui vont en fait ensemble composer un monde beaucoup plus diversifié, beau, varié, et qui serait plus juste, peut-être plus composite, plus réaliste aussi de toutes nos différences. Pour moi, ça va un peu plus loin en fait. C'est même la différence entre savoir et apprendre. Parce que si on réfléchit bien, pour moi, apprendre par le cerveau pour avoir une bonne note, pour être bon en français ou bon en maths, en fait, c'est juste vouloir être bon en maths. Donc c'est en fait savoir les maths. Donc c'est être quelqu'un qui sait. Apprendre par le corps, pour moi, c'est plutôt accepter, avoir envie d'être quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre.
Et donc c'est redonner en fait de la valeur au chemin de l'apprentissage qu'on va rendre du coup ludique. Et en fait en danse, on a le prétexte de la chorégraphie, mais au final ce qu'on adore c'est le cours en lui-même. Enfin la chorégraphie on aime beaucoup, mais ce qui est vraiment sympa c'est le cours, parce qu'en fait on arrive à du coup à avoir développé une pédagogie en apprentissage où en fait le fait d'apprendre est ludique, est source on se sent nourri, c'est joyeux, on fait plein de confiance en nous, on découvre des élans, on découvre des choses, et du coup c'est hyper riche. Donc pour moi c'est vraiment aussi une manière d'être dans la vie qui valorise le fait d'apprendre, d'être curieux, de chercher, et qui dit qu'en fait peut-être qu'apprendre c'est pas obligé d'être laborieux. On a quand même souvent l'image qu'on va trimer, ça va être pénible d'apprendre des tables de multiplication et ces verbes irréguliers, mais à la fin c'est bon, on saura. Alors qu'en fait, si on arrive à trouver du goût, du sens et du plaisir au chemin de l'apprentissage, bah peut-être que ça peut être plus facile et plus drôle. Tu peux passer. Et du coup, si on tire encore un petit peu plus à le ciel, d'un point de vue social, pour moi, vouloir savoir, c'est construire un monde de sachants. C'est construire un monde de gens qui savent les maths, qui savent le français, qui savent la danse. Non, on ne dit pas trop, ça se fait pas trop savoir la danse, justement, ça marche pas. Ou un monde d'apprenants. Donc c'est dire, peut-être qu'en fait, oui, j'ai de la facilité, j'ai envie d'apprendre les maths, j'aime démontrer des choses, j'ai appris plus vite que toi sur certains sujets. Je ne suis pas pour autant le sachant référence, l'expert qui, pour toujours, jamais à jamais, sera toujours plus que tout le monde et aura la vérité absolue. Du coup, pour moi, c'est vraiment aussi envisager, mettre le pied dans un monde qui est un peu plus humble, où on est un peu plus tous, chacun, juste des petits êtres qui évoluent avec nos envies de nous raccrocher et d'apprendre sur certaines disciplines ou d'autres. Et si on l'élargit à plein d'autres disciplines, du coup, ça redonne de la valeur aussi, mine de rien, au parcours atypique. Oui, j'ai un diplôme, mais en fait j'ai aussi envie d'apprendre autre chose et j'ai le droit parce que je ne suis pas un non-sachant en autre chose et juste un sachant en psychologie. J'ai le droit d'avoir une me mettre à faire des maquettes si je peux devenir apprenant. Et du coup, voilà, c'est aussi arrêter de séparer les gens entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et donc du coup, c'est quand même réappréhender les gens autrement que par un parcours scolaire et leur métier. Ce qui peut être des fois un peu marrant. Voilà, oui c'est ça. Donc pour moi c'est ouvrir le monde la voie à un monde moins binaire, moins réglé par les notes. Une des choses qui m'a vraiment déstabilisée moi quand j'ai passé mon diplôme d'état, c'est qu'il n'y avait pas de notes, genre vraiment zéro. Alors que moi j'adorais ça parce que j'avais vraiment de très bonnes notes. Du coup c'était très rassurant. Et en plus, en danse, je suis arrivée très confiante parce que j'avais une très bonne technique. Je levais très haut les jambes, j'avais bien de la souplesse et tout, donc j'étais sûre que j'allais être très forte. Et en plus, j'avais bien apprendre aux gens. Donc je suis arrivée en me disant, je vais avoir des super notes. En plus, moi j'ai fait un bac plus 5 en école de commerce, une prépa. Donc de toute façon, tous ces gens qui sortent du bac, ça va être facile. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, c'était dur parce que je me suis retrouvée avec des gens qui étaient hyper intéressants, qui, de mon point de vue d'idiote, on peut dire, quand je suis arrivée, n'avaient vraiment aucune technique en danse et qui avaient quand même déjà passé, par exemple, l'épreuve technique. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus rien qui va, quoi. On ne peut plus faire confiance au diplôme, finalement. Scandaleux, vraie réflexion légère. Mais c'est vrai en fait, parce que du coup on était tous mis au même niveau, on n'avait pas de notes, du coup ça veut dire qu'on n'avait pas de référentiel dans lequel avancer. C'est-à-dire que moi je me disais, mais comment c'est possible qu'on avance au même niveau avec elle, c'est-à-dire que j'ai la même chance qu'elle d'avoir mon diplôme. C'est-à-dire que derrière, les gens qui vont prendre des cours, ils ne verront pas la différence entre moi et elle. Ça va pas du tout. Et en fait, si. En fait, c'est juste qu'aussi on était différentes. C'est juste que j'ai vraiment découvert la différence. C'est quand même incroyable à 23 ans, mais c'est vrai. Et en fait, c'était aussi des personnes qui... Alors moi, j'avais la technique. Il y a des gens qui avaient une bien meilleure capacité à improviser. Il y a des gens qui avaient une bien meilleure capacité à être créatifs, à proposer des chorégraphies qui étaient peut-être plus originales. Et en fait, c'est ça qui est beau. Et en fait, on n'a pas un diplôme qui nous dit bon ou mauvais prof. Et d'ailleurs, le diplôme ne veut pas dire grand-chose si on n'en fait pas grand-chose. Et du coup, voilà, pour moi, c'est aussi passer d'un monde où on apprend par la tête à un monde où on apprend par le corps. C'est aussi ouvrir la porte à un monde qui est beaucoup plus créatif, où
où on redonne de l'autonomie à chacun, où on revalorise la diversité des profils. Je fais une note. Et on encourage la débrouillardise en fait. On encourage le fait de dire bah, ok, moi je suis comme je suis, j'ai envie de donner des cours de danse. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur, il y a quand même des choses importantes. On est jugé quand même au diplôme sur la capacité à transmettre des choses en préservant les corps, en étant respectueux des élèves, en transmettant des notions, etc. Mais en fait, on peut peut-être le faire de plein de manières différentes. Peut-être que du coup les notes ne servent à rien, à part se rassurer qu'on est meilleur que les autres. Parce que dans la vie, on n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai qu'en danse contemporaine, non pas tout de suite. En danse contemporaine, c'est d'autant plus frappant que dans la danse contemporaine, le concept de base, c'est que n'importe quel mouvement peut devenir danse. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, la grande technique de lever les jambes, si on n'a pas envie d'apprendre aux élèves à lever les jambes, finalement, ça ne sert à rien du tout. Ça peut être important de savoir le faire pour savoir le transmettre, pour comprendre ce qui se passe dans l'anatomie. On peut très bien construire des chorégraphies de danse très très jolies, très intéressantes, très nourrissantes, qui n'ont pas besoin d'une technique mais qui vont servir d'autres choses. Donc c'est vrai que la danse contemporaine pour ça, c'est aussi un milieu qui est vraiment une porte ouverte vers l'acceptation des différences et plein de manières d'appréhender le corps, la musique, le mouvement, la technique, etc. Je pense qu'on peut changer. Oui, alors du coup, ça c'était pour vous donner une petite image. C'est pas du tout parlant parce que ça c'est censé être une vidéo, mais c'est pas grave. C'était pour vous dire que du coup, pour moi c'est comme si on regardait soit le monde comme une carte, comme ça, étalée. Voilà, l'Afrique elle sera toujours là, l'Europe elle est toujours là. En plus on sait que c'est quand même pas terrible, que ça bouge et que c'est quand même des représentations politiques. Très relativement objectives. Voilà, c'est ça. Ou, et alors ça j'ai pas trouvé meilleure illustration, mais je m'étais imaginé, l'autre image pour moi c'est un prési. Vous voyez c'est ça les présis? C'est le truc passé un temps qui a essayé de détrôner le PowerPoint mais qui a échoué lamentablement. Où en fait, c'est des bulles comme ça, où on peut zoomer, puis il y a un truc à l'intérieur, puis on peut sortir, puis il y a une autre bulle. Et du coup, tu peux aller hop, et puis il y a plein de trucs comme ça. Donc là, la vidéo, c'est un truc qui fait que avancer. Vous voyez un peu la différence? C'est comme pour moi être là-dedans, ou, attendez, non, j'avais un super exemple, comme être sur un bilan comptable. Donc voilà, il y a les actifs, les passifs, etc. Ou être au milieu d'une impression 3D, où ça n'arrête pas de se dessiner. Vous voyez ces images? Voilà, pour moi c'est ça. C'est quand même une vision du monde un peu différente. Moi je préfère être au milieu d'une imprimante 3D finalement. C'est bien confortable d'être sur son bilan comptable quand il est positif, mais l'imprimante 3D c'est pas cool. Alors, pourquoi? Parce que donc là comme ça a l'air quand même assez génial. Pourquoi on n'y est pas encore? Parce que clairement on en est loin quand même. Bon. On a quand même une histoire assez forte des cartes, je pense, où je suis, les Lumières, qu'est-ce que vous souhaitez, la religion, qui sont quand même des courants qui ont imprégné nos sociétés occidentales sur la tête, la raison, le corps, surtout pas, les émotions, surtout pas, les sensations, surtout pas. Donc ça, bon, ça a beau être il y a longtemps, ça nous apprend quand même beaucoup, donc c'est normal qu'on ait un petit peu du mal à s'en dépêtrer, surtout que ça nous a quand même apporté pas mal de choses, des pistes de réflexion. Mais c'est vrai que c'est encore très prégnant. C'est une vraie chorégraphie qu'on fait. La deuxième chose qui est difficile, donc ça c'est un livre que j'ai lu par hasard, il n'y a pas de hasard, il y a quelques jours, qui s'appelle Le Kilomètre Zéro, je ne sais pas si vous connaissez, il est très connu. C'est un roman de développement personnel où ils expliquent, et en fait c'était assez, j'ai trouvé ça assez parlant, que en fait souvent dans le monde occidental on est dirigé par son ego. Donc son ego c'est cette petite voix là du cerveau qui va dire c'est bien, c'est mal, et puis c'est une petite tête qui a peur, donc il va regarder tout le monde avec l'axe de la peur en disant moi je suis moi, les autres ils sont différents et ils font peur. Donc si lui il est plus fort que moi menacé. Si lui, blablabla, moi pas content. Et du coup, il est comme ça en train de juger tout le temps. Mais en fait, il le fait avec les autres, mais il le fait aussi avec nous. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas répété ma conférence avant, c'est parce que mon petit truc, il me disait non, mais ça va être nul, pas de peine. Non, ça va pas être terrible. Ou alors au contraire, il me disait vas-y, t'inquiète, ça va être super, t'embête pas. Et puis si c'est nul, tu verras le jour, ce sera déjà bien assez. C'est ça l'ego. Et en fait, il est quand même tout le temps là. Et en fait, il est renforcé par notre éducation. Quand on nous dit t'as une mauvaise note, donc t'es nul. Allez, une petite couche. Quand on nous dit faut pas faire comme ça parce que sinon tu vas rater ta vie. Si t'as pas fait d'études, vraiment ça va être compliqué.
ça fait que venir nourrir ce petit ego qui est un petit peu stressé. Et alors dans Kilomètre Zéro, en fait, ils proposent une autre manière de voir le monde. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'on a l'impression qu'on sait le truc de base, qui est qu'on est des êtres humains dissociés les uns des autres dans notre corps, dans notre enveloppe charnelle. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, peut-être que c'est pas vraiment vrai, et peut-être que l'élément de base, c'est du vide. C'est ce que démontre la physique quantique. Je l'ai lu assez fraîchement, donc si j'ai des bêtises, n'hésitez pas à me contredire. Et que du coup, peut-être qu'au lieu d'être des matières différentes, on serait peut-être simplement des énergies qui seraient reliées tous ensemble, une belle énergie d'amour, et que du coup, si on voyait les choses du prisme de l'amour et de la connexion, du fait qu'en fait dans l'univers tout était possible, peut-être qu'on serait moins en train de s'auto-saboter et de se tirer dans les pattes les uns des autres. Voilà. Donc, après, c'est au-delà de l'aspect un peu gnangnan qu'on peut trouver de l'amour et des énergies qui peuvent être un peu fumées si on n'y croit pas du tout, c'est quand même dire que peut-être qu'on est tous des êtres humains reliés et qu'en fait, c'est peut-être pas la peine d'avoir peur pour tout et qu'on peut peut-être juste se laisser l'espace de tester avant de se brider sur tout. Et c'est vrai que je vais parler de la conférence, mais je vous ai pas dit pour les cours de danse, je fais pareil. Moi, je me suis fait discuter combien de fois à mon diplôme d'état parce qu'on m'a dit mais tu l'as fait ce cours de danse? Non, je l'ai pensé, mais très bien. Ça marche pas. Mais c'est pareil, c'est parce qu'en fait l'ego il se rassure en se disant sur le papier c'est parfait, on va surtout pas le tester parce que si jamais c'est pas bien, ça va être une catastrophe et on pourra rien faire avec. Et donc c'est juste prêt à dire que en fait l'ego t'es en train de te juger, t'as le droit de te tromper, tu vas essayer, c'est comme ça qu'on apprend, tranquille, t'es pas en train de jouer ta vie, on y va, allez c'est bon. Donc voilà, ça c'est l'ego qui peut nous saouler un petit peu et qui dans lequel on est quand même bien vivant toute sa vie. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, tout le monde se sent concerné. Ouais, pas mal. Non, tu peux le passer. Oui, alors l'autre truc, c'est que politiquement, ça fait un peu désordre quand même, cette histoire de monde comme ça, où tout le monde peut devenir un coup ci, un coup ça, apprendre des choses et tout. On aime quand même bien ranger les choses dans des étiquettes, c'est bien rassurant. Moi, la première, j'aime beaucoup faire ça chez moi, hein, c'est bien carré, tout ça. Mon Google Drive, il est bien clair, bien rangé. J'ai des Wonderweb aussi. Et du coup, par exemple, en France notamment, je ne connais pas énormément les autres pays, mais on est quand même très attachés à nos diplômes. Parce que c'est vrai que si on ne peut plus faire confiance aux diplômes, notre ego il nous dit mais à qui on va faire confiance? Et du coup, c'est vrai que ça fait des ordres, ça fait peur, et politiquement, développer l'esprit critique, la créativité, l'ensemble des possibilités, les remises en question, c'est quand même peut-être pas facile à gérer. Donc, il y a un peu de ça qui vient expliquer aussi pourquoi on fait pas ça. Tu peux passer. Allez, voilà. Donc ça, je vais vous la lire parce qu'elle est un peu dense. C'est une citation. Alors en fait, donc tout ça pour vous dire que c'est quand même très vieux et que ce que je vous raconte, ça date du Moyen Âge. C'est Bacon, il date de 1632, je crois. C'est un philosophe anglais. Et en fait, il fait partie de la lignée des philosophes qui ont travaillé sur l'empirisme et le matérialisme. Donc c'est vraiment ça. C'est pas le matérialisme au sens accumuler des objets, c'est l'empirisme, le concret et l'expérience. Donc il dit, l'empirique, en gros, c'est la fourmi qui amasse et qui consomme. Donc elle réfléchit à rien, elle fait ses trucs, voilà. Le dogmatique, tel l'araignée ourdie d'étoiles dont la matière extraite de sa propre substance. L'abeille garde le milieu, elle tire la matière première des fleurs des champs, puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. Notre plus grande ressource, donc là il parle des hommes, enfin des êtres humains, celle dont nous devons tout espérer, c'est l'étroite alliance de ces deux facultés, l'expérimentale et la rationnelle, une union qui n'a point encore été formée. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est pas de dire tout est possible, YOLO, on enlève tout, plus de diplôme, on n'apprend plus rien. Et c'est un peu ce que je vous disais pour le diplôme d'État. On n'est pas non plus jugé sur 3 gesticulations et au hasard, on va donner un diplôme. Par contre, c'est vraiment la rencontre entre l'expérimentation et l'union. Et en fait, moi, ce que je trouve important, c'est de redonner sa valeur à la théorie. Alors, vas-y, je suis pas sûre que... Oh oui, c'est ça. C'est que du coup, on utilise beaucoup la théorie comme la carte unique de référence. Et en fait, je me dis que peut-être c'est juste des clés. Et après, nous, avec la pratique, il faut qu'on essaie de les mettre dans les serrures. Et qu'on essaye, qu'on fasse des trucs. Si on enlève les clés, on est quand même un peu coincé. Mais si on prend les clés pour des cartes du monde, on ne fait rien non plus. Parce que les clés, il n'y a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Elle est un petit peu bancale, Non, elle est par exemple. Mais voilà. Donc c'est prendre la théorie pour juste les clés qui vont nous donner les références et les concepts qui nous permettent d'élargir le champ des possibles, de réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Dans l'anatomie, c'est très fort. On va comprendre
comment est fichue une vertèbre. On se dit, ok, celle-là, elle a des gros trucs sur les côtés, donc elle ne peut pas trop aller sur le côté, puis après on l'expérimente. Et là, on teste et on voit et on sent. Donc c'est vraiment un aller-retour entre la théorie et la pratique. Du coup, la théorie n'est pas à jeter, mais juste on la remet à sa bonne place. C'est un petit coup de pouce. C'est pas le dogme. Je vais passer. Ah oui, ça c'était une straight dédicace. Une dernière raison pour laquelle c'est un peu difficile d'expérimenter l'apprentissage par le corps, par le faire et tout ça. C'est parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est quand même bien planqué dans notre cerveau. Donc l'apprentissage par le corps, c'est quand même... Il y a un petit saut à faire, un petit saut dans le vide. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps, il est très malin, il est beaucoup plus malin que ce qu'on croit. Il a emmagasiné des informations depuis qu'on est né, depuis qu'on est tout petit. Et du coup, quand on fait quelque chose, il nous renvoie à ça. Donc par exemple, quand moi j'ai des élèves un peu stressés et que je leur dis « lâche », et qu'elles me disent « mais je lâche », non, tu lâches pas. Mais moi, je me sens lâchée. Oui, mais c'est pas lâché. Et en fait, c'est là que du coup, ça nous renvoie à des choses hyper personnelles. Donc c'est vrai que des fois, c'est un petit peu... Ouais, monsieur, je dois être relâché quand même. Viens pas m'embêter, j'irai faire ma séance de psy plus tard. Alors, on n'est pas là pour faire de la psychologie en danse. Mais par contre, effectivement, on se rend compte inévitablement que le corps nous raconte plein de choses et nous ramène tout de suite à nous, nos limites. Qu'est-ce qu'on a emmagasiné comme information, comment on se positionne, comment... Et c'est un aller-retour hyper intéressant entre qu'est-ce qu'on pense, comment on est dans le monde et comment on est dans le corps. Moi, pendant longtemps, j'étais souvent penchée en avant comme ça, hyper investie et tout. Et on m'a appris à mettre un peu plus mon poids du corps vers l'arrière. On se calme, on prend un peu de recul. C'est des choses qui sont toutes fines et qui, en fait, traduisent vraiment notre rapport au monde, notre rapport au corps, notre rapport... le corps traduit notre rapport au monde, notre rapport aux choses et à l'apprentissage. Et du coup, bah, voilà pourquoi on a un peu du mal, c'est que ça nous parle parfois un petit peu trop sur des sujets qu'on aimerait un peu planquer. Donc ça demande quand même effectivement de prendre ce petit pas. Vous allez voir que c'est un très beau chemin, parce que du coup on apprend plein de choses sur nous, et en même temps, encore une fois, on n'est pas en psychologie. Du coup on apprend des choses de manière subtile, détournée, on prend ce qu'on a envie de prendre, ce qu'on n'a pas envie de prendre, on prend pas, on le prendra la prochaine fois. C'est cool. C'est juste de la pratique en fait. On prend quelques infos, celles qu'on ne veut pas prendre, on les prendra la prochaine fois. Par exemple, dans le cas de la danse, en plus c'est en musique, donc c'est tranquille. En fait, souvent ça permet de manière insoupçonnée, cachée, de se dire ah oui, c'est vrai, moi je suis comme ça. Ah oui, c'est vrai que je réagis souvent mal quand j'ai une conférence à préparer. Ah oui, peut-être que j'ai pas très confiance en moi sur certaines choses. Bon, bah voilà, je prends, je prends pas. Mais en tout cas, ça me donne quand même vachement d'informations sur qui on est et comment on fonctionne. Donc voilà pour ce qui nous empêche. J'ai toujours ces images. Du coup, souvent, alors je sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans, il y a une réaction qui fait, alors moi pour la première je l'ai eue, la première réaction c'est je suis vraiment débile du coup de ne pas mettre en place cet apprentissage par le corps. C'est quand même bête quoi, il faut juste essayer. Vous l'avez dit ou pas? Non. Toi, c'est un petit peu familier. Je suis bête. En tout cas, on a tendance un peu à s'auto-flageller. Une fois qu'on a découvert l'apprentissage par le corps et qu'on se rend compte qu'après, toutes les 2 secondes, en fait, on ne le fait pas, on se dit, mais tu sais, il faut faire par la tête. Et du coup, on est intransigeant. Comment on fait pour se lancer, accepter cette petite part d'exposition que va nous procurer l'apprentissage par le corps et par l'expérience? Et comment on fait pour en profiter et y aller? La première voie, c'est de vraiment comprendre que c'est un chemin. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on apprend par l'expérience, on accepte, on apprend, on apprécie a priori que ce qui est sympa, c'est le fait d'apprendre. C'est le fait d'acheminer en fait. Donc ça sert à rien de se dire qu'on n'est pas déjà au bout. Et ça, il faut se le redire 150 000 fois. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas, on se dit mais je suis pas encore au bout. C'est pas possible, je suis vraiment au bout. Et on revient. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler et à chaque fois on a besoin de se le rappeler parce que l'ego, chaque fois il revient et dit t'as rien compris, ça fait 15 fois qu'on me le dit. Mais ça prend du temps, ça prend du chemin, le corps il a emmagasiné plein d'infos, la tête aussi, le moral aussi, la société, donc il faut accepter, il faut être indulgent. Pour moi l'apprentissage par le faire et par le corps c'est aussi vraiment une ode à l'indulgence. Parce que quand mieux vous fait que parfait, c'est pas parfait. Ça c'est la définition. Donc il y a plein d'erreurs. Donc c'est normal. Mais vu que l'erreur finalement n'est pas grave, c'est plus... moi j'aimerais bien qu'on arrête d'appeler ça une erreur. D'ailleurs je pense que c'est la slide d'après. Waouh,
incroyable. Vu que l'erreur, ce n'est pas une erreur. Je dis souvent en cours de danse que les filles, elles ne font pas des erreurs, mais elles me font des interprétations, des adaptations, ou des réarrangements, ou des versions. C'est pas du politiquement correct, parce que c'est vrai en fait. C'est-à-dire que, bon, encore plus en danse contemporaine, où tout mouvement peut être danse, leurs mouvements, ils sont pas faux, ils sont pas interdits, ils sont pas... Alors des fois, si c'est un mouvement qui leur fait mal, oui, là c'est un problème. Mais elles vont vite s'en rendre compte en général. Mais c'est surtout que, en fait, leur version, elle pourrait marcher. Simplement, moi, je leur propose une version précise pour travailler quelque chose, pour aller dans une chorégraphie, pour mobiliser d'autres coordinations qu'elles n'ont pas l'habitude de mobiliser. Mais c'est jamais que des versions. Et en fait, des fois, au contraire, là, au module qui s'est terminé hyper récemment, il y a une fille qui n'arrivait pas à faire une roulade au sol, bah, c'était hyper bien. Du coup, on a fait des... Alors, j'utilise des images très rigolotes, on dit des pop-corn, donc c'est des personnes qui sautent en dégradé. Ça fait des pop-corn, vous voyez l'image? Donc il y a des pop-corn qui roulent et des pop-corn qui roulent pas finalement. Ben, en fait c'était très joli chorégraphiquement parce que ça crée un autre rapport à l'espace. Parce que dans tous les pop-corn qui roulent, on avait des pop-corn sur place. Mais pourquoi pas? En fait ça crée des versions. Et en fait c'est comme ça aussi qu'on innove et qu'on crée des choses. Moi je me suis retrouvée par exemple en 2020 à vouloir lancer des cours à l'année. 2020, je vous rappelle. Septembre, cours à l'année. Octobre, confiné. Interdiction, 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 interdiction. Début juin, droit de faire des cours. Bon, il ne restait pas grand-chose. Bon, bah tant pis, on va faire une version. On a fait un cours sur 6 semaines. Bah, c'est comme ça que sont nés les modules. En fait, c'est aussi en acceptant qu'on ne fait pas des erreurs, mais qu'on fait des adaptations, des petites versions. En fait, on laisse la place aussi à la création de nouvelles choses qui peuvent être quand même vraiment chouettes. Et les versions. C'est pas mal, non? Ouais, Breeze. Ce qu'il y a aussi surtout, c'est que si on n'arrive pas à se lâcher, ce petit lâcher-prise là qui va nous permettre d'apprendre en faisant, c'est qu'on est vraiment dans un truc où comme si le moindre truc allait devenir fatidique à notre vie, à notre carrière, à notre... Alors moi je répète en cours tout le temps, les filles on n'est pas en audition, en fait je vais pas les virer si elles se sont pas trompées quoi, en fait. Elles sont payées en plus, donc j'aurais pas le droit. Donc, mais c'est vrai, on se met une pression d'enfer. Et moi, la première, je me suis mise à la boxe en début d'année. Je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as payé en fait, donc t'es élève, si tu fous là, comme les autres. Et en fait, respire, détends-toi. Il n'y a pas d'enjeu en fait, c'est cool. Et en fait, je pense qu'au travail, c'est pareil. Là, je le dis pour la danse parce que c'est vrai que moi, j'ai exercé en danse, mais j'ai dû me l'appliquer des millions de fois sur. Déjà en entreprise, mais bon, du coup je suis partie. Mais à mon compte c'est pareil en fait. Si je me mets trop la pression pour faire un site qui est parfait, un mode de paiement, un truc machin bidule, en fait le temps que je réfléchisse à tout ça, ben, en fait il reste plus que 3 jours pour faire les ventes. Personne s'inscrit, il y a un truc nickel, mais personne s'inscrit, c'est pas la peine. Alors qu'en fait si on est en train d'expérimenter, de tester, j'ai fait des réels, des vidéos sur Instagram qui étaient hyper moches, maintenant elles sont un peu plus jolies. Bon, ben, finalement, on se concentre sur ce qui est le plus important, on avance, on teste, on expérimente, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est peut-être un peu plus agréable, et puis du coup, on se détend. Puis du coup, on retrouve notre chemin, donc on avance. Puis du coup, on peut voir l'avancement, plutôt que de rien voir, faire un grand pas de géant, et puis se foirer. C'est quand même très cool. Alors si on fait des petits pas, on ajuste, on a le temps de revoir, c'est bon, on est en bon chemin, on avance, c'est un peu plus sécurisant en fait. C'est plus stressant de faire le premier pas, mais le chemin, il est plus agréable. Voilà. Alors après, du coup j'avais envie de donner des petits outils un peu plus concrets. J'avoue, je me suis pas pris très en avance, donc c'est un peu bordel. Mieux vaut fait que parfait. On apprend par l'expérience. Il faut savoir s'en servir aussi. Donc, je suis venue il n'y a pas longtemps à une conférence sur les accords Toltec et je trouvais que c'était un très bon lien en fait et que c'est valable dans beaucoup de domaines dans la vie. Moi, je suis une coach business qui le recommande à une échelle business. Finalement, moi, je me dis qu'on peut le faire de partout. Je suis pas sûre de vous les redonner dans l'ordre, mais en gros, il y a à faire de son mieux, ta parole impeccable, ne pas interpréter, ne rien supposer de ce qu'on vous raconte et ne rien prendre personnellement. Ça, c'est valable quand on va faire un cours de danse, en fait. C'est pas parce qu'on vous dit votre tour est dans le mauvais sens qu'on vous dit que vous êtes nul en danse. Ne pas prendre, ne pas supposer, ne pas interpréter, ne pas prendre personnellement. C'est juste qu'on veut faire le sens dans le tour dans l'autre sens. Faire de son mieux. Faire de son mieux, ça veut pas dire faire à 3000%, s'épuiser, se rendre malade, se faire mal et ne pas pouvoir revenir le lendemain. C'est pas ça, faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est respirer un coup et faire ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, au mieux. C'est tout. C'est pas se tuer la tâche. Donc ça, c'est les accords Toltec, je trouve que c'est une bonne clé.
Dans les trucs hyper utiles pour se forcer à apprendre, c'est apprendre à quelqu'un. Parce que quand on apprendre par le corps, quand on parle de danse, c'est a priori à peu près facile à mettre en place. Quand il s'agit de faire ça pour des maths, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc moi, ma technique, c'est de faire les théorèmes, enfin de les démontrer. Mais apprendre à quelqu'un, c'est un super bon exercice. Par exemple, si vous voulez le transmettre à vos enfants aussi, ou enfin n'importe qui, le fait de devoir apprendre à quelqu'un, c'est du coup être dans le corps et être dans ce contexte-là où les choses sont un peu plus incertaines, parce qu'en face on a quelqu'un, on ne sait pas trop ce qu'il va comprendre, on ne sait pas trop ce qu'il interprète, on ne sait pas trop ce qu'il entend, on doit vérifier comment il comprend ses connaissances, et donc on se confronte au réel, et donc on est dans ce mode d'apprentissage-là qui est beaucoup plus tangible, complexe, subtil, nuancé, créatif, tout ça. Apprendre à quelqu'un ou raconter à quelqu'un, moi ma conférence, je lui fais un vocal sur WhatsApp à quelqu'un, ça marche. Très bien. Faire confiance, ça c'est quand même hyper important, c'est se faire confiance à soi, et puis c'est faire confiance au chemin, et puis c'est faire confiance au prof. Alors ça veut dire de se renseigner un peu. J'aurais dû mettre avec faire confiance, bien s'entourer. Parce que oui, les gens qui vous crient dessus au moindre truc, ils sont pas dans le truc là, donc ça sert à rien. Par contre, si vous êtes avec des profs en qui vous avez confiance, par exemple, et que vous allez prendre des cours, bah, du coup, vous pouvez transmettre la confiance. C'est-à-dire que si eux, ils vous font des retours, si eux, ils vous disent que vous avez votre place, vous avez votre place. Vous leur faites confiance, ils sont là pour ça, ils ont mis le cadre. Et du coup, vous vous déchargez, vous, de j'ai pas appris assez bien, j'ai pas fait machin, j'ai pas fait bidule. C'est le prof qui est en charge de ça. Et s'il doit vous mettre un petit coup en vous disant faudrait bosser là, mais il va vous le dire. Pas de soucis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est flou? Et après, oui, donc la transparence c'est très utile quand on fait mieux beau fait que parfait. Par exemple, si je m'étais pointée là en vous disant que j'avais fait une super conf que j'avais préparée depuis 10 ans et que en fait tout était rodé, c'est un peu bizarre. Mais la transparence ça permet de dire mieux beau fait que parfait. Et en fait, c'est cool et c'est ok, c'est pas grave en fait. Et c'est très bien. Le tout c'est d'être transparent avec les autres et puis honnête avec soi-même. Donc oui, des fois on fait des choses qui sont mieux beau fait que parfait. Pas les avoir fait aux Zénith et puis voilà c'est tout. Et après il y a un truc moi qui m'avait beaucoup aidé, c'est le MOOC Apprendre à apprendre de Barbara Oakley. Vous pourrez le retrouver si ça vous intéresse, il est gratuit, disponible sur Coursera je crois en français maintenant, où elle donne énormément d'outils justement pour apprendre, et c'est des outils, bon alors c'est un MOOC hein, mais c'est quand même théorique, mais elle donne des outils très pratiques du genre visualiser une énorme patate dans son salon avec la formule de chimie qui est assise sur sa patate de salon. Visualiser là le tube à essai avec la réaction chimique et se balader comme ça. Donc c'est des trucs qui vont vraiment ancrer dans le réel. Ça c'est un exemple. Et on a plein d'autres. Je sais qu'il y a les chunks, c'est rassembler des compétences ensemble. Il y a faire des histoires. En fait tout ce qui va en fait concrètement sortir de 1 plus 2 égale 3 et qu'est-ce qu'on s'en fiche, et de raconter des trucs qui vont être beaucoup plus concrets, qui vont s'ancrer dans la réalité, qui vont être marrants, qui vont être ludiques, qui vont prendre de l'espace, du volume et exister vraiment presque les toucher. Donc ça c'est pour le MOOC Apprendre à apprendre. Ouais, vas-y, reviens en arrière. Et il y a d'autres petits trucs. Je réfléchis. Non mais c'est ça. Du coup après, ce que je voulais juste vous dire, c'est ça va avec respirer, c'est relativiser. On met très rarement notre vie en jeu quand on fait quelque chose. Et la coach business que je suis, elle dit souvent un truc. Une erreur c'est pas grave, 2 erreurs c'est pas grave, 3 erreurs c'est quand même qu'il faut se remettre en question. Mais bon, voilà, il y a eu 3 erreurs, c'est pas tellement bien le business. En général c'est pareil à le boulot, c'est pareil dans les disciplines, c'est pareil. Vous ratez un cours, c'est pas grave. Vous ratez 2 sans prévenir, bon chiant. Vous ratez 3, on va venir vous dire quelque chose, puis bon, au pire, vous ne savez pas, c'est pas grave. Alors, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Donc relativiser, c'est vraiment très important aussi pour apprendre à apprendre tranquillement par le corps. Voilà. Du coup, tu peux y aller. Parfait. Du coup, en fait, pour moi, apprendre par le corps, c'est l'excellent antidote du syndrome de la bonne élève. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le syndrome de la bonne élève? Je vais vous proposer ceux qui connaissent se lèvent et ceux qui ne connaissent pas restent assis. Pas tant que ça. Je pas dit ceux qui sont atteints par, hein, j'ai dit ceux qui connaissent. C'est peut-être les mêmes. Alors le syndrome de la bonne élève, ça m'a toujours fait beaucoup rire ce truc, parce qu'en fait, on fait de l'école, soit on est mauvais élève, on dit quand même un mauvais quart d'heure, soit on est bon élève et on risque de se retrouver avec ce truc. C'est quand même pas terrible, moi je trouve les options plus bon. Le syndrome de la bonne élève, en fait, c'est au féminin, parce que ça concerne 4
des cas, je pense, des femmes. C'est un syndrome qui concerne les personnes qui sont donc bonnes élèves et qui du coup ont adopté les bons schémas pour les bonnes élèves. Vous commencez à les connaître à la fin de cette conférence. Donc il s'agit d'avoir des bonnes notes, donc chercher de la reconnaissance par les notes, donc à l'extérieur, douter de soi, l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Mais du coup avoir un apprentissage qui n'est pas très ancré dans la vie réelle. Du coup quand on arrive dans le monde de l'entreprise, on ne comprend pas trop pourquoi le mec qui était chiant et qui tombait sur tout le monde, il est en fait à un meilleur poste et qui rend pas ses trucs à l'heure, alors que nous on les rend hyper à l'heure, et d'ailleurs on est hyper inquiet pour les rendre bien à l'heure, et on est très stressé et on se rend malade d'ailleurs. Et on comprend pas pourquoi on n'a pas de reconnaissance, nous qui faisons tout bien, tout carré, tout propre, on n'a pas la promotion, alors que l'autre qui se la pète et qui n'a rien fait, ça claque. Donc c'est ça le syndrome de la bonne élève. Donc en fait c'est ce qui nous permet d'avoir de très bonnes notes à l'école, c'est ce qui nous permet que nos parents nous disent c'est bien, tu vas réussir dans la vie. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve au boulot en disant mais c'est dégueulasse. Et c'est ce qui va souvent mener tout droit au syndrome, enfin à des burn-out ou à des choses comme ça, à de l'épuisement. En fait c'est justement parce que on a sur-sollicité la tête. Et puis surtout, on a un peu oublié de se nourrir soi, en fait. On a un peu oublié de s'écouter. Du coup, dans un fonctionnement, on est beaucoup pour la reconnaissance, pour la valorisation, machin. Et bon, c'est associé aux femmes aussi, parce que du coup, c'est dans un milieu où quand même, socialement, on en attend beaucoup des femmes, il y a beaucoup de pression. En même temps, il ne faut pas trop qu'elles s'expriment. Donc c'est quand même, ça va bien avec tout ça, quoi. C'est sûr que apprendre par le corps, quand ça veut dire oser faire preuve d'un peu d'audace, c'est pas un truc hyper associé aux femmes. Et donc en fait, je trouve qu'apprendre par le corps, c'est une très bonne thérapie contre le syndrome de la bonne élève. Voilà, c'était ça un peu l'idée. T'es pas d'accord? J'avais le syndrome de la bonne élève en tant que danseuse. Alors, être danseuse ne veut pas dire apprendre par le corps. Tu vois, je pense qu'on peut faire des disciplines sportives de manière cérébrale. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. C'est-à-dire que je faisais la technique de danse, j'étais pas du tout dans le ressenti, j'étais pas du tout dans ce lâcher-prise. Apprendre par le corps, ça veut pas dire bouger son corps. C'est-à-dire que pour moi, toutes les disciplines, déjà, tous les cours de danse, par exemple, qui sont focalisés sur la forme et pas sur l'élan du mouvement, qui sont à se regarder dans le miroir, à s'auto-juger, etc., on n'est pas dans l'apprendre par le corps pour moi. On est dans se servir du corps pour continuer cet apprentissage-là de bon élève, de cérébral, de jugement, etc. Mais effectivement, on peut du coup faire des disciplines qui sont pas... Donc c'est vraiment attraper cette pédagogie-là d'apprentissage par le corps, par l'expérimentation, par le test, qui pour moi sont des remèdes au syndrome de la bonne élève. Mais ça prend du temps. Oui, alors du coup, je voulais vous demander, pour finir, si à l'issue de cette conférence, ça vous avait peut-être donné envie de tester cette méthode-là, ce concept, cette idée d'apprendre par le corps, par l'expérimentation à certains sujets. Ça peut être se lancer dans une nouvelle discipline, ça peut être oser aller demander quelque chose, ça peut être ça peut être je sais pas si ça vous donne des idées comme ça, de choses que vous n'oseriez pas et que vous aurez envie. Je peux proposer de vous prendre peut-être 30 secondes pour y réfléchir, puis si on a qui veut nous partager, ça leur donne des élans. Je sais que moi je me suis toujours interdit au cours de chant. Je pense qu'un jour j'arriverai à y passer. Beaucoup de flagellation qui passe par là. Est-ce que ça vous a donné des élans, un peu des envies? Peut-être que vous pouvez les dire vous. Moi j'ai fait beaucoup de parallèles pendant toute la conf avec l'entrepreneuriat en fait, et avec cette petite voix quand tu as envie de lancer un nouveau projet, un nouveau service, et que tu entends ton petit ego qui te dit oh mais non mais tu vas échouer, ou alors pire tu vas réussir, puis en fait tu vas te rendre compte que ça ne te fait pas du tout kiffer de faire ça, et alors après c'est foutu parce que c'est pour toute la vie, et du coup bah en fait tu théorises, ouais tu pourrais faire ci, c'est ça, et tu le fais pas. Sauf que quand tu te lances, en fait tu te rends compte d'une que c'est cool juste de le faire. Et puis, c'est cool quoi, quand tu vois le résultat, tu l'as fait, et rien que de l'avoir fait, tu es content, tu avances, puis tu apprends. Puis surtout, tu risques de changer en cours de route, alors que si tu réfléchis et que tu vas déjà ce que tu fais pas, tu vas changer du tout. Et si tu réfléchis trop longtemps avant de faire, tu risques effectivement de te retrouver avec un truc qui t'enferme à vie dans quelque chose qui ne va pas. Alors que si tu avances en faisant et en changeant, et ben en fait, moi j'avais jamais prévu de faire des modules de danse et encore moins de lancer les calendriers. C'était pas du tout plan. Et en fait, je suis hyper contente et c'est en faisant et en ajustant qu'effectivement on trouve des solutions. Et même la danse contemporaine, moi j'étais pas du tout danse contemporaine d'ailleurs, je me rappelle.
comme ça. J'ai fait du modern jazz et du classique, et en fait j'ai passé mon diplôme d'état de danse contemporaine parce que c'était le seul créneau horaire qui collait avec l'école de commerce. Et vraiment j'avais une très mauvaise image, genre, je me disais ces gens là qui dansent n'importe quoi, n'importe comment, j'avais une image d'un milieu artistique complètement farfelu. Mais effectivement c'est le fait de tester et de se lancer. Ça ouvre des portes. Il y en a d'autres qui veulent partager des petites pistes de réflexion. En fait, moi, du coup, je trouve ça intéressant et je me dis comment je peux donner des cours de matières qui sont plutôt cérébrales en intégrant le corps. Mais ça, c'est... Tu penses à quoi comme matière? Audit financier, audit interne. Mais j'y crois vraiment, je pense qu'on peut intégrer le corps. Hein? Tu sais faire des trucs sexy là-dessus, toi? Ouais, un petit peu. Bah, après, pour moi, c'est revenir à la base, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des gens qui savent. Il s'agit d'avoir des gens qui ont envie d'apprendre. Et du coup, comment on donne l'envie d'apprendre? Alors, c'est peut-être pas directement dans le corps, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, un Excel, bon, ça reste un Excel. On ne peut pas s'envoyer un Excel. Parce que chez les enfants, ils font ça des fois. C'est juste, par exemple, si je dois associer une capitale et un pays, je dis Ukraine, j'envoie un ballon et il doit retrouver la capitale. Envoyer les questions, ça va être rapide. Mais c'est super comme idée. Non, mais avec bon exemple. Voilà. C'est comme ça, les gros danseuses. Donc effectivement ça peut être des choses très théoriques mais qu'on va associer juste à une action pour être dans l'action et pour l'associer à un mouvement. Et c'est vrai que moi j'avais fait des cours particuliers avec des élèves où on apprenait des poèmes et en fait juste on les mettait en mouvement et on n'était pas en train de réinventer une chorégraphie de l'enfer. Mais par exemple, je sais pas moi, j'ai marché 3 pas, je suis allée cueillir, j'ai jeté en l'air et en fait on est obligé de se rappeler. On a besoin de répéter, hein, ça n'arrive pas, c'est pas magique mais c'est quand même beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste. Et de fait, le corps va donner le corps à l'apprentissage. Exactement. Et après, il y a même un autre phénomène que certaines ici pourront témoigner, c'est que du coup, la tête, elle arrive au bout d'un moment à dire ah, le corps, il sait pas, là, c'est mort. On met la musique, on dit allez, on essaye. Et là, le corps, il dit ah si. Et la tête, elle dit non. Elle se cache. Non, tu confirmes ou pas? J'en ai plusieurs qui sont disséminés des élèves comme mais oui, carrément, le corps il vient, il vient, et puis c'est comme moi la conférence en fait, tant que je la dis pas à voix haute, alors oui je la tape sur mon Notion et tout, sur mon machin, mais même tant qu'elle est dans ma tête, elle n'existe pas vraiment en fait, et le moment où j'écris, où je matérialise, où elle prend du volume, où elle est écrite en caractère, où elle est placée dans l'espace, elle prend pas du tout la même place, elle prend pas du tout la même réalité, c'est clair, ça ancre complètement dans la réalité du monde. Tu peux faire de la 3D ou des... Tu sais, représenter des graphiques par des trucs physiques, quoi. Même juste des blocs, hein. Ouais. Ça, c'est le bloc des actifs, ça, c'est le bloc des passifs. Et après, c'est peut-être juste comprendre comment moi je remplis mon document. Comment je peux être dans l'action. En fait, on en parlait avec Lolo tout à l'heure quand on a préparé la conférence. Ce qui peut vous aider aussi, c'est tous les outils collaboratifs de l'EduPop, où vraiment on va essayer de voir comment autour de la table je peux redonner du pouvoir à chacun pour qu'ils prennent part à et qu'ils ne soient pas là en train de se dire ok, je suis censée avoir compris le compte rendu, machin, tout prendre de notage, j'ai un panier, c'est pas grave, puis hop. Mais plutôt comment je lui donne les outils. Alors peut-être qu'effectivement il ne va pas comprendre la logique de l'immobilisation de l'actif de je sais pas quoi, mais par contre il aura compris que pour immobiliser des actifs on fait ça parce qu'il y a ça et que du coup lui il se retrouve dans la main avec un actif vraiment concret qu'il doit savoir comment il le place dans son tableau. Il y a plein de choses qui peuvent être... Mais ça prend un peu de temps de déconstruire, parce que c'est des endroits où on a... Oui. beaucoup. Moi, si je suis arrivée à déconstruire, c'est que j'ai fait déjà 1 an de diplôme d'état où vraiment, franchement, pour moi, c'était un autre monde pendant 1 an entier. Et là, le cours avec les adultes, c'était le premier, mais alors le premier cours devant les enfants, c'était encore pire. Ceux qui savent. Voilà, vous avez 20 minutes pour apprendre le petit et le grand aux enfants en dansant, avec un musicien. Eh ben c'est merveilleux. Et après, la deuxième chose qui m'a vraiment fait apprendre, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, on peut se buter pendant longtemps, hein, mais la réalité dans la rattraper. Et c'est très chouette, c'est ça qui est super. Mais du coup, ça peut s'appliquer, moi je pense, à tout. Moi je pense à tout. Mais il faut peut-être brainstormer à plusieurs. Et puis en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de chercher à comprendre pourquoi les gens ils n'arrivent pas à s'approprier. Peut-être leur poser la question. Qu'est-ce qui est trop abstrait? C'est quoi le truc qui est... Et bien
si vous n'avez pas d'autres remarques, d'autres questions, je ne sais pas si j'ai fait une slide de fin, si j'ai dû mettre un merci, non? Ah non. Non. Ah, merci. Non, bah du coup, bon, vous l'aurez compris, moi je donne des cours de danse. Ah bon? Quelle danse? Quelle danse? Je donne de la danse contemporaine. Et quand d'ailleurs Hein? Ah oui, alors du coup je viens, calendrier, donc la danse, Par exemple. moi je donne des... Par exemple, oula, je n'étais pas prête. La danse contemporaine, c'est dans l'imaginaire, c'est un peu comme la danse classique, sauf que c'est sur des musiques beaucoup plus variées et qu'on peut faire beaucoup plus ce qu'on veut avec le corps. Ça vous parle ou pas? Oui, ça peut être intéressant. Du coup, en fait, donc moi j'ai mis en place des cours de danse sur un format, sur un... Qui c'est qui m'a posé la question? Pardon, sur un format et sur une énergie donc un peu différente de d'habitude. Donc j'enseigne par module. Donc c'est pas l'année, c'est pas la carte, c'est des modules. Donc c'est un cours par semaine pendant 7 semaines ou un cours par jour pendant 5 jours. Au sein de ces modules-là, on a des créneaux horaires variés. On n'est pas obligé de faire les cours le soir. Ça peut être le midi, le matin, en journée, selon ses métiers. Et même d'une semaine sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, on a le droit de changer. Si on est infirmière avec des emplois du temps qui changent, on peut dire semaine 1, je viens le midi, semaine 2, je viens le matin, semaine 3, je viens le soir. Et on fait notre juridique. C'est un objectif, donc là c'est apprendre les chorégraphies. C'est une pédagogie, vous l'aurez compris, par le corps, ludique, bienveillante, imagée, on s'amuse, on expérimente, etc. Et c'est aussi un service élève, un service client qui est un peu plus pensé que dans le monde associatif. Donc, vous avez un petit groupe WhatsApp pour vous déjeuner, il y a une petite page web avec les vidéos, moi je suis à dispo tout le temps, etc. Et du coup, l'idée avec Calendrier, c'est généraliser cette pratique-là à plein d'autres sports et plein d'autres disciplines culturelles. Donc de faire des modules d'acro-yoga, des modules de boxe, des modules de flûte, des modules de peinture, des modules de gestion financière, de chant. Donc c'est un peu ça l'idée. Et du coup, je suis en train de monter l'entreprise à l'heure actuelle. Donc si vous avez envie de m'aider, sachez que vous êtes absolument le meilleur moment qui puisse être, puisque je suis actuellement en lice pour un prix d'entrepreneuriat qui s'appelle le prix Movie. Et c'est très facile de m'aider, il suffit d'aller sur le QR code qui est sur le flyer. Cliquez sur voter pour le prix Movie et il vous suffit de liker une vidéo YouTube, c'est tout. Les 15 premières vidéos YouTube likées vont aller pitcher et on va faire un pitch de l'enfer et après je peux peut-être gagner 5 € pour monter le produit. Ce serait pas mal. Voilà, si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas, des questions, des remarques, des envies et puis... Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci, à bientôt. Les pigeons. Ah oui, pardon, on a oublié 2 trucs essentiels. Alors, le prix Movie, c'est important. Si vous voulez faire des cours de danse, quand même, j'ai oublié. Le prochain, c'est un cours par jour pendant 5 jours, la semaine du 11 avril, ou un cours par semaine pendant cette semaine, du 3 mai au 22 juin. Et la prochaine conférence Wonder Meuf, super important, donc sera faite par Laurence. Oui, alors. Le premier samedi du mois de mai. Le 8. Le 8 mai. C'est férié, non? Oui, mais c'est un samedi du coup. Le 7, c'est peut-être le dimanche. C'est le 7. En tout cas, c'est le samedi. Oui, je le savais. Et donc, elle va. Tu veux le trouver? Bah écoute. Et ben, elle va vous parler à travers les pigeons. Ouais. De la manière qu'on a d'appréhender la société. Comment la manière qu'on a... Oui, c'est les pigeons. Comment la manière qu'on a... Quel rapport, le lien qu'on a avec les pigeons, le rapport qu'on a avec les pigeons, comment ça en dit long et comment ça raconte plein de choses en fait sur la manière qu'on a pour la société. C'est ça? Voilà, ça part de mon expérience d'avoir recueilli un bébé pigeon il y a quelques années et comment ça m'a montré les réactions des gens qui étaient très 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 fortes dans un sens positif ou négatif. Ça m'a énormément appris sur notre rapport au vivant, au sauvage, au monde. Et du coup, j'ai essayé de faire un parallèle politique sur notre vision du pigeon et notre vision de la société. Voilà. Et si vous voulez les infos, n'hésitez pas à laisser votre petit mail à la sortie. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et une bonne soirée. Merci.